Donc voici les corrections des exercices généraux de thermodynamique. Donc on vous demande d'abord de citer toutes les transformations énergétiques qui ont lieu durant une situation bien précise. Alors on va regarder petit à petit. Donc c'est une mobilette qui démarre, première transformation. Ensuite elle monte lentement jusqu'en haut d'une colline, deuxième transformation. Elle se laisse descendre rapidement, troisième transformation. Et pour finir sa course, elle termine par un violent coup de frein qui l'immobilise, quatrième transformation. Donc voilà, j'ai noté 4 étapes. Première transformation. Donc elle démarre, ça veut dire qu'elle transforme de l'énergie chimique, qu'elle a sous forme d'essence, en énergie mécanique et plus particulièrement énergie cinétique. Ensuite, deuxième transformation, elle a de l'énergie cinétique et elle a toujours le moteur qui tourne, donc elle transforme de l'énergie cinétique et de l'énergie chimique en énergie potentielle pour pouvoir monter jusqu'au-dessus de la colline. Troisième transformation, donc elle se laisse descendre avec le moteur coupé, donc elle va transformer toute son énergie potentielle en énergie cinétique jusqu'en bas de la côte. Et elle termine sa course par un violent coup de frein qui l'immobilise. Donc ça veut dire que toute l'énergie cinétique qu'elle a accumulée va se transformer en énergie thermique dans les plaquettes de frein. Voilà. Alors, deuxième exercice. On vous dit, pendant le week-end, un voisin a remis en route le chauffage de sa piscine en utilisant sa pompe à chaleur, qui récupère l'air extérieur à 25 degrés. On vous demande de calculer la quantité d'énergie nécessaire si le rendement de l'installation électrique est de 95%. Le coefficient de performance de la pompe est de 4, ça je vais en reparler après. Et le volume d'eau à chauffer est de 72 mètres cubes. La température espérée pour la piscine est de 30 degrés. Donc d'abord au niveau des pompes à chaleur. Les pompes à chaleur, elles ont un gros avantage, c'est qu'elles vont pouvoir récupérer de l'énergie extérieure. Et ici, notamment, on récupère l'énergie de l'air extérieur qui est déjà à 25 degrés. Donc en fait, une pompe à chaleur, comme elle utilise de l'énergie gratuite, eh bien, elle consomme un petit peu moins d'énergie. Alors ici, si on vous dit que le coefficient de performance de la pompe est de 4, ça veut dire qu'avec 1 kWh d'électricité, la pompe arrive à fournir 4 kWh d'énergie thermique. Les 3 autres kWh, en fait, c'est ceux qui ont été pris par l'air chaud extérieur. Alors, on va déjà calculer quelle quantité de chaleur on va pouvoir utiliser pour chauffer l'eau. Donc, la chaleur nécessaire pour chauffer l'eau, c'est Q égale Cm delta T. Donc, le C de l'eau, c'est 4186. Normalement, ça vous le trouvez dans votre cours. La masse de l'eau, si on a 72 mètres cubes, ça fait 72 000 kilos. Et l'augmentation de température de l'eau, ici, moi, j'ai considéré que l'eau du robinet était à 10 degrés. On était à peu près ça. Donc, ça fait 30 moins 10. Donc, au total, j'ai besoin de 6028 mégajoules d'énergie pour pouvoir chauffer l'eau. Alors, qui va chauffer l'eau? Ma pompe à chaleur. Mais comme ma pompe à chaleur, elle a un coefficient de performance de 4, ça veut dire que pour pouvoir obtenir 6 mégajoules, je vais consommer seulement un quart de cette énergie-là. Donc, l'énergie de la pompe, ce sera Q divisé par 4. Je n'aurai besoin de consommer au niveau électrique que 1507 mégajoules. Alors évidemment, l'installation électrique, elle aussi, elle a un rendement. Il y a toujours des pertes dans l'installation électrique. Donc on va regarder ce qu'on va réellement consommer comme électricité. Donc le Q électrique, c'est l'énergie électrique réellement consommée. Ce sera égal au Q de la pompe, donc ce qu'on vient de calculer, divisé par le rendement de 95%, donc par 0,95. Donc ça me fait 1507 divisé par 0,95, ce qui me donne 1586 mégajoules. Donc ça, c'est l'électricité qu'on va réellement consommer via la pompe à chaleur. Alors, exercice 3, c'est quasi la même chose. On est toujours avec notre piscine que l'on doit chauffer. Mais cette fois-ci, on ne chauffe pas avec une pompe à chaleur, on la chauffe avec un système de résistance électrique. Donc, c'est simplement des circuits électriques qui chauffent l'eau. Et on vous dit que le rendement des résistances électriques est de 85%. Et on vous demande quelle serait l'énergie consommée. Alors, donc là, j'ai toujours les mêmes données, sauf que je rajoute le rendement de l'électricité et le rendement du chauffage, donc 95% et 85%. Donc la chaleur nécessaire pour chauffer l'eau, c'est toujours la même que de l'exercice précédent, donc c'est 6028 mégajoules. Maintenant, comme on chauffe avec une résistance électrique, on va devoir utiliser la formule du rendement. Et donc l'énergie de la résistance égale la chaleur dont on a besoin divisé par le rendement de 0,85. Donc pour pouvoir obtenir 6028 mégajoules
de chaleur dans l'eau, je vais devoir consommer 7092 mégajoules dans ma résistance électrique. Alors, comme j'ai des pertes dans toute mon installation électrique, au total, la quantité d'électricité qui sera consommée sera égale à la chaleur dont j'ai besoin dans ma résistance, donc mes 7092 mégajoules, divisé par 0,95, ce qui me donne 7465 mégajoules. Alors, on voit que c'est beaucoup plus élevé que pour une pompe à chaleur. Eh bien, ça, c'est la particularité des pompes à chaleur. En général, bon, ici c'est un peu plus marquant, mais en général, une pompe à chaleur, elle consomme 3 fois moins d'électricité qu'un autre système de chauffage traditionnel. Alors, l'exercice 4 ici. Donc, on a un véhicule électrique de 9 kW. Donc, ça, c'est sa puissance, qui effectue un trajet de 100 km sur une route horizontale avec une vitesse constante de 75 km/h. On vous dit que la batterie du véhicule a une capacité de 120 kJ par kilo. Donc là, moi, j'appelle ça de l'énergie par masse, E divisé par M, 120 kJ par kilo. Et on vous demande de calculer la masse de la batterie nécessaire pour équiper ce véhicule. Alors, je vais reprendre un peu mes formules. La puissance, je sais que c'est l'énergie divisée par le temps. Donc, si la puissance de mon moteur est de 9 kW, ça signifie que l'énergie divisée par le temps est de 9 kW. Alors, je sais que la vitesse, elle est toujours constante, donc je peux utiliser les formules du MRU, V égale D sur T. Alors, je vais pouvoir calculer grâce à ça le temps que va me mettre mon véhicule pour faire les 100 km. Donc, T, c'est la distance divisée par la vitesse. Alors, faites attention, j'ai bien transformé mes distances en mètres et mes vitesses en mètres par seconde. Donc, ça me fait 100 000 mètres divisé par 20,83 mètres par seconde. Donc, j'obtiens 4800 secondes pour faire mes 100 km. Donc grâce à ça, je peux déterminer quelle est l'énergie que va consommer ma voiture électrique. Donc c'est la puissance fois le temps. Donc 9000 fois 4800, ça veut dire 43,2 mégajoules. Une fois que j'ai cette énergie-là nécessaire, je vais pouvoir regarder quelle quantité d'énergie je vais utiliser dans ma batterie, donc 43,2 mégajoules, et donc quelle sera la masse de ma batterie. Alors je sais que la masse de la batterie, c'est les 43,2 mégajoules dont j'ai besoin, divisé par l'énergie par masse de ma batterie, donc par mes 120 000 joules. J'obtiens une masse de batterie de 360 kg. Alors on vous dit, si le propriétaire du véhicule veut utiliser son chargeur de 10 ampères 230 volts, on vous demande de calculer la durée de la recharge d'une telle batterie si la batterie faisait 500 kg. Alors je note toutes mes données, intensité de courant 10 ampères, U 230 volts, masse de la batterie 500 kg, et c'est toujours la même batterie, donc je sais que l'énergie par masse est de 120 kJ par kilo. Je fais mes calculs maintenant. Donc la puissance électrique ici du véhicule, c'est U fois I, donc c'est 2300 watts. Enfin, c'est la puissance électrique du chargeur, 2300 watts. Donc je sais que la puissance, c'est l'énergie divisée par le temps. L'énergie de ma batterie, je peux la calculer puisque c'est l'énergie par masse fois la masse de la batterie. Donc ça me donne 60 mégajoules, donc 60 millions de joules. Grâce à ça, je vais pouvoir trouver quel est le temps de charge. Donc c'est l'énergie de ma batterie divisée par la puissance électrique de mon chargeur. Donc 60 millions de joules divisé par 2300 watts, ça me donne 26 086 secondes. Et si vous transformez ce temps en heures, minutes, secondes, ça vous donne 7 heures, 14 minutes, 47 secondes. Donc ça, ce sera le temps de charge. Voilà, j'espère que vous avez bien compris.